Les chemins de la connaissance, cette semaine, le continent Kierkegaard. Aujourd'hui, l'omniprésence du mot d'esprit avec Hélène Politis, philosophe, professeure à l'université Paris 1, Panthéon-Sorbonne. Hélène Politis, bonjour. Bonjour Jacques Munier. C'est en particulier sur la question de l'ironie que porte la critique menée par Kierkegaard de l'héritage romantique. Les journaux, notamment, témoignent, les journaux dont nous avons parlé tout au long de cette semaine, témoignent de l'étendue de la connaissance qu'avait le penseur de tous les auteurs du romantisme allemand. La question est centrale et elle touche aussi à la relation avec Hegel. Alors pour nous mettre, je dirais, sur orbite, je vous propose de citer ces lignes d'un texte pénétrant de Hannah Arendt, publié en 1932 dans un journal, d'ailleurs, le Frankfurter Zeitung. Lorsque Kierkegaard, c'est assez long, mais je crois qu'il faut suivre le raisonnement d'Hannah Arendt ici, lorsque Kierkegaard, comme Nietzsche, bien que dans un sens très différent, sonne le glas du romantisme, le dépassement de ce romantisme consiste justement à arracher la plénitude du monde et de la vie qui s'est présentée au romantisme comme possibilité esthétique à cette vision esthétique. Donc arracher, je dirais, cette possibilité à la vision esthétique. Chez Nietzsche, l'art devient le fait moral, moralement symptomatique le plus essentiel. Kierkegaard représente en quelque sorte l'expiation et la vengeance du romantisme, la possibilité à laquelle le romantisme ironiquement prétend comme excuse devant le monde, se venge et s'impose comme la réalité, devient réalité en soi. Et donc ce texte est conclu par ces lignes très fortes. Kierkegaard paie de sa vie la dette que le romantisme avait librement contractée. Je vous vois prendre des notes, Hélène Politis. Je prends toujours des notes. Je vous remercie beaucoup de commencer par ce texte, parce que quand Hannah Arendt dit que Kierkegaard, comme Nietzsche, sonne le glas du romantisme, ça me paraît très juste. Et je trouve très intéressant qu'il y ait une sorte de renversement dans cette citation, puisqu'à la fin, elle dit qu'il expie. C'est ça que j'étais en train de noter. Il paie de sa vie, dit-elle, dit Hannah Arendt. Kierkegaard paie de sa vie. La dette que le romantisme... Voilà. C'est terrible. Et il y a une expiation et une vengeance du romantisme. Alors, justement, c'est intéressant de repartir de cette question du romantisme et d'essayer de montrer que Kierkegaard a peut-être sonné, comme Nietzsche le fera quelques années plus tard, le glas du romantisme, mais qui n'a rien expié du tout. Alors, cette critique du romantisme, effectivement, je disais, elle porte sur le concept d'ironie, mais elle est très, on l'a vu d'ailleurs avec Jacques Lafarge dans ce premier tome des journaux qui sont à paraître là dans les jours qui viennent, elle est très précoce dans sa pensée. Et il se trouve que, bon, Kierkegaard n'est pas contemporain du romantisme, mais enfin, il vient juste après, quoi. Oui, d'ailleurs, je crois en termes chronologiques. Voilà, je crois qu'à propos du titre, vous aviez souhaité. Alors, en effet, le titre est un aphorisme ou une notation extraite des journaux, l'omniprésence du mot d'esprit. C'est une formule qui se trouve telle quelle, c'est-à-dire sans autre développement. L'omniprésence du mot d'esprit. Voilà. Alors, ceci nous met justement dans l'atmosphère qu'on trouve reproduite dans les papiers de jeunesse, puisqu'effectivement, du temps de ses études, avant la soutenance de sa thèse dont nous allons parler maintenant. Justement, sur le concept d'ironie chez Socrate. Voilà, nous sommes en pleine ironie. Mais Kierkegaard a soutenu sa thèse le 29 septembre 1841. Je sais même que c'était un mercredi. Je dois être une rare personne à le savoir, mais c'est facile à retrouver. Et en fait, quelques années plus tôt, et là on est bien dans le temps, dans la scansion des papiers que publie M. Lafarge, le 25 septembre 1837, on a un papier qui dit ceci, le concept de satire chez les anciens, spécialement chez les satiriques romains, serait un bon sujet de thèse.
Or, Kierkegaard dit cela en 1837 et quasiment 3 ans plus tard, 25 septembre 1837 et puis on est au 29 septembre 1841, donc quelques années plus tard, il soutient sa thèse qui s'intitule le concept, comme chacun sait, le concept d'ironie constamment rapporté à Socrate. Or, si on réfléchit à cela, on voit qu'il y a en quelque sorte un triple déplacement. Il va passer de Rome à Athènes, non plus les satiriques romains, mais les Grecs. L'ironie socratique. L'ironie socratique. Il va passer de la satire à l'ironie socratique, justement, et il va passer de la littérature à quelqu'un qui a vécu ce Socrate que nous connaissons si mal, puisque nous ne le connaissons, lui n'a rien écrit. D'ailleurs, un spécialiste de l'Antiquité faisait remarquer récemment que si Socrate a écrit quelque chose, il a écrit un poème dans sa prison. Mais bon, mais en fait, il n'a rien écrit. D'ailleurs, c'est un des problèmes de ce livre, Hélène Politis, c'est d'essayer de discerner la vraie figure de Socrate. Oui, et c'est en particulier là qu'intervient notamment sa discussion avec Hegel, dont on va parler aussi au cours de cette émission. Merci de permettre de parler de ce sujet, mais restons un instant avec les romantiques. Et si vous permettez, donc je ne parle plus des satiriques romains, mais simplement, si nous lisons, si nous résumons le propos du concept d'ironie, qu'est-ce que c'est que ce concept d'ironie ? Il est constamment rapporté à Socrate, mais si Kierkegaard choisit de parler de l'ironie, c'est justement, et vous avez totalement raison, c'est justement par rapport aux romantiques allemands. Et toute la deuxième partie de la thèse, si vous voulez, pour ceux qui ne sauraient pas, il faut le rappeler très simplement, la première partie de la thèse est consacrée à Socrate et à l'effort de reconstituer un Socrate historique à partir des principaux témoignages, celui de Xénophon, celui de Platon, celui d'Aristophane. Et la deuxième partie de la thèse est consacrée à l'ironie romantique. Et en fait, évidemment, on peut dire première partie chronologiquement, c'est bien Socrate, et deuxième partie les romantiques. Mais je crois que pour bien comprendre ce qu'a cherché à faire Kierkegaard dans cette thèse, quand il était ce doctorant en train de soutenir une thèse de philosophie, en fait, ce qu'il fait, c'est qu'il rencontre les romantiques. Comme vous disiez tout à l'heure, il les a lus beaucoup, il les a lus, il s'est beaucoup intéressé au romantisme, et on peut dire que sa thèse, en quelque sorte, représente, si je reprenais des mots semblables à ceux d'Hannah Arendt, je dirais une sorte de règlement de compte avec les romantiques, ou en tout cas une mise au clair, une mise au point. Donc, on peut commencer peut-être, en quelques mots, à parler de cette deuxième partie de la thèse, et après parler de Socrate. J'espère qu'on si aura vous êtes le temps. d'accord. Non, mais je vais en trois phrases chaque fois. S'il vous plaît. Et puis vous me pardonnez ma maladresse. Donc, le principal romantique dont Kierkegaard va parler, il parle en fait de plusieurs romantiques, mais je vais limiter, on va simplifier. C'est Friedrich Schlegel. C'est Schlegel. Et comme disait Jacques Message hier, on n'en a jamais fini avec l'exposé précis des choses. Alors c'est vrai, mais on y passerait des heures. Or, on peut essayer de faire juste un petit geste ironique. Et donc, Friedrich Schlegel c'est l'inventeur de l'ironie moderne. Mais que fait-il ? Il se rattache à Fichte et il est en train d'essayer de penser une écriture littéraire qui soit en même temps philosophique et qui mette l'accent sur le jeu, sur le sujet, mais comme sujet créateur qui est capable, à partir de lui-même, de produire son monde. Et comme dit Hegel, critiquant Schlegel, de jouir de ce monde qu'il produit. Dans le fond, le romantique, parlons d'abord de l'ironie romantique. Ce qu'ont voulu faire les romantiques quand ils ont parlé de l'ironie, c'est se rapporter à Socrate, mais en inventant un nouveau Socrate qui n'a rien de socratique. Et à ce moment-là, la littérature devient une espèce de jeu avec le monde et avec le réel et avec le moi, le sujet étant créateur de son monde, mais créateur jusqu'à l'extinction de son monde, au point qu'à la fin, on a tellement joué avec le monde qu'il ne reste plus que le jeu du jeu. C'est facile de faire ce jeu de mots, JEU, le jeu JEU, du jeu JE. Or, Kierkegaard ne veut absolument pas faire cela. Et considère que, bien sûr, il y a quelque chose de novateur et de passionnant dans le romantisme, mais que si on en reste au romantisme, on perd de vue le réel. Et que donc, c'est un échec. On a voulu inventer une nouvelle façon de dire le réel, et puis on l'a perdu. Et c'est pour ça que Kierkegaard va sonner le glas du romantisme, puisqu'il va, lui, par un mouvement de retour à Socrate,
Mais un autre Socrate, le Socrate historique, essayait de rappeler ce qu'était initialement l'ironie et de montrer en quoi les romantiques se sont trompés. C'est là, Hélène Politis, qui fait cette distinction entre l'ironie interrogeante Voilà. et l'ironie, j'ai oublié le deuxième terme. Oui, l'ironie heuristique, l'ironie qui va conduire à la philosophie. Voilà. L'ironie critique. Voilà. On peut dire l'ironie ça, critique, l'ironie questionnante, donc l'ironie de... Alors, juste par parenthèse, il y a tout de même beaucoup de considérations ironiques, très, très ironiques dans les journaux et dans bien des livres. Il avait beaucoup d'humour, hein, Kierkegaard, oui. C'est évident. Mais alors là, il parle de l'ironie donc dans une page des journaux qui correspond à l'année 1837. Il dit à propos de comment dire, on peut dire la dérive caricaturale possible, hein, n'est-ce pas, de l'ironie, notamment dans le romantisme. Il dit: c'est à partir d'ici que le concept d'ironie doit commencer à se développer, alors que les idées grandioses et fantastiques sont satisfaites et que la réflexion n'a pas encore troublé la naïveté de ce point de vue. Mais on s'aperçoit maintenant qu'il n'en va pas de même dans le monde, et comme on ne peut pas abandonner ces grands idéaux, on doit en même temps ressentir que le monde se moque en quelque façon de vous. Entre parenthèses, ironie, romantique, le point de vue précédent, en effet, n'était pas romantique, mais une satisfaction sous forme d'exploit. Oui, mais alors... C'est une note dans la note, si j'ose dire. Une note dans la note. Une note dans la marge. Alors, une note dans la note, justement. Jacques Munier, vous avez raison de citer tous ces textes, et moi je crois que tout ça est d'une grande actualité. Parce que nos contemporains, et nous-mêmes parfois, nous ne voyons plus le sens de ce que nous faisons. Quand on regarde, quand les faits divers nous expliquent qu'un gamin de 14 ans a tué son arrière-grand-mère et d'autres choses horribles du même genre, on s'aperçoit qu'on a affaire à un monde dépourvu de signification. C'était ce monde-là que, subissait Kierkegaard aussi. Oui. Et alors, l'idée de Kierkegaard, me semble-t-il, mais c'est un point de vue sur son œuvre, c'est que il y a d'autres manières de faire. Il y a une autre manière de chercher le sens, justement, sans être prisonnier du sens, en laissant au sujet toute sa place, au sujet moderne toute sa place, mais en même temps en lui permettant d'accéder à un autre rapport à la réalité. Et c'est là que Socrate, alors c'est là qu'il faut faire un petit détour par Socrate et par le Socrate de l'Antiquité, disons le Socrate historique, si ironique justement qu'on ne le connaît que très indirectement. Mais qu'est-ce que c'est que l'ironie socratique ? Quand Socrate, alors là je ne parle pas du Socrate de Platon, mais le Socrate dont Kierkegaard parle dans sa thèse à partir de témoignages qu'il fait se recouper. Quand Socrate interroge, et là, Platon le montre par exemple dans les premiers dialogues, les dialogues aporétiques, mais le Socrate qui interroge commence toujours par dire aux gens mais qu'est-ce que vous pensez ? Par exemple, vous, Jacques Munier, qui êtes journaliste, mais qu'est-ce que c'est qu'être journaliste ? Vous, Hélène Politis, qui êtes professeur de philosophie, qu'est-ce que c'est être professeur de philosophie ? Et autrement dit, Socrate n'apporte pas quelque chose de personnel. Il part de ce que pense son interlocuteur. Et il l'interroge sur ce que son interlocuteur croit savoir. Oui. Alors, vous qui êtes journaliste, qu'est-ce que vous pensez qu'est-ce que c'est qu'être journaliste ? Et puis, en se posant des questions, peu à peu, il amène son interlocuteur à prendre conscience du fait que il croyait, bien sûr, il fait bien son métier. Il s'agit pas de. Mais il ne sait pas pourquoi il fait bien son métier. Il fait son métier, il ne peut pas expliquer pourquoi il le fait comme il le fait. Voilà, c'est la définition grecque, enfin socratique en tout cas, de la connaissance comme réminiscence. Ah, pas encore. Là, il faut. attendez, vous y êtes presque, mais là, on va trop vite. Donc, au contraire, ce Socrate-là, le Socrate qui intéresse Kierkegaard, qui est peut-être une invention, mais enfin, si vous voulez, qui est, en tout cas. On peut imaginer un Socrate qui s'en va par les rues d'Athènes. C'est par exemple le Socrate qui est présenté dans l'apologie de Socrate de Platon. C'est un Socrate qui raconte, mais là, peut-être faut-il pas y passer trop de temps, qui dit on m'a dit que j'étais le plus sage. Et c'est l'oracle qui a dit que j'étais le plus sage. Moi, ça m'étonne qu'on dise que je suis le plus sage. Alors, je vais faire une enquête auprès des gens que je considère sages, qui pour moi sont les plus sages, et puis je vais voir quelle est leur sagesse et si moi j'en ai une.
Mais vous voyez, il ne commence pas par dire je sais que je suis sage ou bon, ou l'oracle m'a dit que. Il dit bon, si c'est le cas, faut que j'en sache un peu plus sur la question. Et du coup, il interroge. Et alors, à partir de là, il y a une bifurcation qui se fait, dit Kierkegaard dans la thèse, parce que quand on interroge, c'est le beau texte que vous avez eu la très bonne idée de citer, la pertinence de citer. Quand j'interroge, je peux interroger pour interroger toujours ce je étant Socrate ou bien sûr pas moi, Hélène Politis, qui suis bien incapable d'interroger puisque je suis professeur. Donc moi je parle, mais je n'interroge pas, je ne sais pas. Étant professeur, je ne sais pas ce que c'est qu'interroger. Mais quelqu'un qui interroge, il peut interroger pour poser toujours une question supplémentaire. Alors vous m'avez dit qu'être journaliste, c'était par exemple savoir très bien préparer une émission et savoir très bien écouter. Mais alors, qu'est-ce que ça veut dire, savoir très bien préparer une émission? Et qu'est-ce que ça veut dire, savoir très bien écouter? Et chaque fois que vous me répondrez, je vous reposerai une question. Et ça, c'est la maïotique. Alors, pas encore. Alors, oui, c'est la maïotique. Voilà, c'est la maïotique. Vous avez raison. Non, c'est la maïotique, mais pas la réminiscence, vous voyez? Oui. Parce que cette ironie-là, et c'est ça que dit Kierkegaard, en tout cas, cette ironie-là n'aboutit pas à une connaissance. Elle aboutit à faire prendre conscience à l'interlocuteur qu'il ne sait pas. Et d'ailleurs, ça a tellement agacé un certain nombre de ses concitoyens qu'ils l'ont tué. Mais, oui, pardon. Non, je vous laisse finir, mais ce qui serait alors juste, voilà, peut-être pour être un embranchement, mais vous voyez, et là, c'est là qu'on arrive à ce que vous disiez très bien, la réminiscence. Il y a une autre façon de comprendre cette interrogation. On peut considérer qu'au lieu de creuser et de jamais répondre et d'être toujours dans une insatisfaction grandissante. Parce que si je vous pose des questions jusqu'à 8 heures du soir, à supposer que je sois Socrate, à 9 heures du soir, vous me jetterez dehors et vous me direz d'aller reprendre mon RER. Mais donc, il y a une autre façon d'interroger qui est de poser des questions, et ça c'est ce que va faire Platon, poser des questions pour mettre en chantier un travail de connaissance et l'élaboration de connaissances. Et c'est là que Platon se sépare de Socrate, en tout cas pour Kierkegaard, parce que l'ironie, et là ça va nous amener effectivement à la suite, l'ironie platonicienne, et là on serait plutôt du côté des miettes philosophiques que du côté du concept d'ironie, l'ironie platonicienne, alors il l'a fait dire par Platon, Platon l'a fait parler par Socrate, mais c'est bien Platon qui parle, ou en tout cas ce Socrate-là n'est pas un Socrate qui interroge pour interroger, c'est un Socrate qui interroge pour savoir. Jacques Derrida a consacré un livre d'au moins 400 ou 500 pages, la carte postale à cette question, savoir qui écrit, qui tient la plume, qui parle. On ne va pas y revenir, Hélène Politis. Non, alors si vous permettez, voilà, peut-être opportun qu'on écoute donc un extrait de cette thèse dont vous parlez, le concept d'ironie constamment rapporté à Socrate. Les voilà si loin les temps d'autrefois, quand les êtres humains vivaient si heureux, sans chagrin ni souci, et si innocents, quand tout était si humain, quand les dieux même donnaient le ton et déposaient parfois leur dignité céleste pour s'approprier frauduleusement l'amour de femmes terrestres. Quand celle-ci, qui se glissait à pas silencieux et en secret vers un rendez-vous galant, pouvait craindre ou se flatter de voir un dieu parmi ses prétendants rivaux. En ces temps-là, le ciel se voûtait, haut et beau, comme un témoin amical au-dessus de l'amour heureux où, tranquille et sérieux, le cachait dans le calme solennel de la nuit. Tout alors ne vivait que pour l'amour, et tout encore était seulement un mythe parlant de l'amour aux heureux amants. Ici réside la difficulté. Et c'est de ce point de vue qu'on doit porter un jugement sur les efforts de Schlegel et de tout le romantisme, qu'il s'agisse du romantisme plus jeune ou du romantisme plus ancien. Ces temps sont loin, et pourtant, l'aspiration nostalgique du romantisme tend en arrière vers eux en soupirant. Le romantisme entreprend vers cette époque-là des pèlerinages non pas sacrés, mais profanes. Or, s'il était possible de reconstruire un temps disparu, on devrait alors le reconstruire pourtant dans toute sa pureté, et ainsi reconstruire la grécité dans toute sa naïveté. Mais le romantisme ne fait pas cela. Proprement, ce n'est pas la grécité qu'il reconstruit, mais c'est une partie inconnue du monde qu'il découvre. Et il ne s'agit pas de cela seulement,
mais sa jouissance est raffinée à un haut degré. Car il ne veut pas seulement jouir naïvement, mais il veut, dans la jouissance, se rendre conscient de l'anéantissement de la vie éthique donnée. Voilà donc un extrait de cette thèse de Søren Kierkegaard, le concept d'ironie constamment rapporté à Socrate, un ouvrage donc qui est ici dans votre traduction. Oui, là j'ai Je le retraduit ce précise. texte. Oui. Merci. Hélène Politis. Alors vous voyez, quand Kierkegaard dit que le romantisme ne reconstruit pas la grécité, mais découvre une partie inconnue du monde, il y a bien là la critique du romantisme. Il y a cette idée que, c'est ce que dit la suite du texte, le romantisme ne veut pas jouir naïvement, mais veut, dans la jouissance, se rendre conscient de l'anéantissement de la vie éthique donnée. Alors ça nous donne une très bonne transition à la suite. Je ne pense pas qu'on aura le temps de parler de Hegel. Non mais si, c'est bon, on est dans les temps. Bon. Monsieur le journaliste. Il y a une phrase à laquelle moi je suis particulièrement sensible, c'est ces temps sont loin et pourtant l'aspiration nostalgique du romantisme tend en arrière vers eux en soupirant. Oui, mais justement... On va peut-être parler de la répétition. Alors, si vous, comme vous voulez, mais moi j'aurais envie, en m'appuyant sur ce texte qui vient d'être lu, d'insister au contraire justement sur l'autre versant, sur ce que Kierkegaard veut faire. Pourquoi il a besoin de Socrate, savoir pourquoi Kierkegaard a besoin de Socrate, pour revenir au monde moderne. Parce que c'est ici, maintenant, aujourd'hui, que les choses se jouent pour nous. Il ne s'agit pas d'être historien pour être historien. Ça n'empêche pas l'érudition, mais il ne s'agit pas d'être historien pour être historien. Or, qu'est-ce que Kierkegaard est en train de dire là, à propos du romantisme ? Il est en train de dire que le romantisme, et c'est la suite du même texte, le romantisme est différent de la grécité, ou de l'hellénisme, en ce que, dans la jouissance de la chair, il jouit de surcroît de la négation de l'esprit. Et Kierkegaard ajoute, or, le romantisme conjecture par là qu'il vit poétiquement, on devrait d'ailleurs plutôt traduire poétiquement, parce que c'est pas la poésie. Sens de faire, oui, voilà, exactement. Le romantisme conjecture par là qu'il vit poétiquement, mais j'espère qu'il s'avérera, c'est Kierkegaard qui parle déjà à Hannah Arendt, que le romantisme rate précisément le poétique, justement parce qu'il n'y a pas le rapport à la réalité. Alors, j'en viens maintenant à ce rapport à la réalité, si vous voulez. Pourquoi Socrate, le Socrate historique ? Et qui est le terrain aussi de la controverse avec Hegel. Oui, absolument. Alors, vous avez totalement raison. Au milieu du concept d'ironie, j'ai oublié de le dire tout à l'heure, mais ça vient bien maintenant, au milieu du concept d'ironie, il y a une annexe centrale où Kierkegaard rappelle l'analyse hegelienne de Socrate, explique quelle est la position de Hegel, la façon dont Hegel comprend Socrate, et Kierkegaard, dans cette annexe centrale, discute la position hegelienne. Alors, sans employer des mots savants, on peut dire que le Socrate de Hegel, Socrate tel que Hegel le comprend dans ses leçons sur l'histoire de la philosophie, c'est un Socrate qui est bien celui que vous avez dit, le maïoticien, mais qui est quelqu'un qui prépare un mouvement plus riche, qui prépare le mouvement vers la spéculation. Autrement dit, pour reprendre vos propres termes, le Socrate qui intéresse Hegel, c'est un Socrate qui n'est pas le Socrate de l'ironie critique, mais qui est plutôt le Socrate de l'ironie réminiscente. Et alors et l'inventeur de la subjectivité aussi. Oui, alors, justement, voilà, c'est là qu'il faut tenir quelque chose qui peut se tenir en 3 phrases, qui est la chose suivante. Ou bien, une fois qu'on a trouvé cette subjectivité interrogeante, ce jeu qui pose des questions, une fois qu'on l'a trouvé, qu'est-ce qu'il va faire ? Comment va-t-il se rapporter à la réalité ? Il peut effectivement refuser de se rapporter à la réalité comme le font les romantiques et chercher à inventer une nouvelle réalité. Ou un détachement. Ou se détacher. Et là, il faudrait effectivement commenter le texte. Clairvoyance supérieure et se sourire. Mais ce jeu-là, ce jeu qui est en fait conscience, on peut dire conscience de soi, non pas au sens cartésien du terme, mais au sens de je suis là en train de faire quelque chose et je suis conscient que je suis en train de le faire, ce qui arrive à chacun d'entre nous. Simplement, Kierkegaard théorise ce mouvement, cette deuxième puissance. Or, après, il s'agit de se rapporter à autre chose.
Alors comment retrouver la réalité? Et là, c'est la question du chapitre 1 des miettes. Ou bien on va aller chercher la réalité, on va oublier l'ironie, et on va aller chercher la réalité dans une idée dont on va se souvenir, et ça, ce sera la position platonicienne. Ou bien on va aller chercher un rapport à la réalité en se représentant une réalité paradoxale. Et ça, c'est un élan qui porte vers l'avant plutôt. Hein. Voilà, et c'est Oui. là qu'on arrive en Ouais. fait à la notion de répétition. Voilà. La notion de répétition comme le contraire de la réminiscence. C'est ça. À condition de comprendre répétition, non pas comme répétition du même, Non. mais comme reprise de ce qui est là, portée par un élément autre qui vient de l'extérieur. Mhm. Et là, on a toute la question du christianisme, dont Jacques Message a parlé hier, dont François Arago a parlé. Voilà. Et c'est là que se fait la bifurcation. En somme, une fois que j'ai trouvé l'ironie, est-ce que je vais en rester à l'ironie? Et ça peut me conduire ultérieurement vers une désespérance parce que nous ne sommes plus en contexte grec et que les romantiques ont tort de vouloir revenir à ce contexte grec. Ou bien est-ce que je vais essayer de rapporter mon jeu à ce qui a de la valeur et à la vraie valeur? Et alors c'est là qu'on vient à la question du christique, d'un Dieu qui vient dans le temps, mais qui vient dans le temps, non pas du haut de sa grandeur, mais qui vient dans le temps comme un pauvre. Alors, ce concept de répétition, on n'aura pas beaucoup le temps de le Non, détailler, mais bien sûr, mais c'est quand même aussi très intéressant du point de vue de la position de Kierkegaard face à la modernité. Dans le fond, il considère cette répétition, c'est très postmoderne finalement, avant la lettre, cette répétition, donc une tâche pour la liberté. Voilà, c'est exactement ça. Voilà, comme une ouverture à l'avenir finalement. C'est-à-dire dans cette répétition, non pas du même, mais de quelque chose qui se renouvelle constamment. Alors, j'aimerais qu'on finisse peut-être cette série d'émissions Hélène Politis par un petit sourire rendu ou repris à Kierkegaard. Alors, notamment sur Hegel, on n'aura pas eu le temps, évidemment. C'est une explication qui dure toute sa vie, d'ailleurs. Hein, on pourra difficilement la résumer. Mais il y a dans ces journaux donc, qui paraissent aujourd'hui aux éditions Fayard et aux éditions de Laurent, il y a dans ces journaux quelques saillies comme ça, très, très ironiques, notamment sur Hegel, dès donc ce premier tome et le journal de jeunesse. Alors il dit chez Hegel, par exemple, hein, la position suivante, il parle du dépassement. À l'époque, Hegel était mort en 1832 et la grande question, ou en 31, la grande question c'était comment, quel allait être le successeur de cet immense philosophe, comment en somme dépasser Hegel. Il y a un texte très drôle d'ailleurs dans le même journal là-dessus, un texte absolument très composé, comment dépasser Hegel, extrêmement drôle, où il parle des gens qui courent dans la rue en disant voilà, je vais dépasser quelqu'un. Voilà, c'est un grand texte qu'avait commenté Henri Bernard Vergotte. Voilà. Alors, il dit ici, en deux mots, chez Hegel, la position, donc il parle justement du dépassement dans la dialectique, la position suivante absorbe la précédente, non pas comme un stade de vie en absorbe un autre, puisque chacun garde sa validité, mais comme le conseiller de justice l'emporte sur le conseiller de finances. Conseiller des finances. C'est un très beau texte. Et est-ce qu'on a encore une minute? Oui, exactement. Alors ça tombe bien, parce que je voudrais, voilà, en revenant cette fois à la correspondance, traduite en français il y a quelques années aux éditions des Sirtes par Anne-Christine Abar, j'ai relu une petite lettre que Kierkegaard envoie le 8 janvier 1842 à un de ses amis, qui est pasteur, et qui s'appelle le pasteur Spang. Et il lui dit ceci, je voudrais juste lire, et vous allez voir à la fois son humour, et ça a bien un rapport avec ce que nous sommes en train de dire aujourd'hui. Alors il lui écrit ceci, Kierkegaard écrit: je suis resté chez moi toute la matinée à lire d'innombrables ouvrages érudits ou curieux. Il est environ 13 heures, non, il est 11h28, il est environ 13 heures et je ne déjeune que vers 13h45. J'ai posé l'ouvrage de côté, allumé un cigare et voilà qu'il me vient l'idée qu'il serait tout à fait opportun de rendre visite au pasteur Spang. Alors, la visite qu'il va faire, c'est une lettre, c'est cette lettre qu'il est en train de lui écrire. Et il se met à réfléchir sur à ce que c'est qu'écrire une lettre. Et il dit: de ce point de vue, je crois que je suis un assez bon correspondant. Vous savez par avance que mes lettres ont toutes sortes de caractéristiques négatives bénéfiques. Lorsque vous voyez mon cachet sur une enveloppe, vous pouvez donc l'accepter en toute sérénité. Alors c'est là que ça va devenir intéressant. Quand une lettre parvient sans être affranchie, il arrive qu'on hésite. Vous savez qu'à l'époque, c'était le destinataire. Oui, je passe. Alors, il dit ceci. En ce qui me concerne, je n'omets jamais d'affranchir mes courriers. À cet égard, je cherche non seulement à imiter, mais encore à dépasser ce grand sage que fut Socrate, qui jamais ne prenait d'argent pour son enseignement. Je dis que je le dépasse,
Mais c'est inexact, puisque je ne dépasse que son idéalité en sortant le portefeuille. Et il conclut en disant « De toute façon, cher pasteur, vous pouvez bien lire ma lettre, puisque vous ne serez pas obligé d'y répondre, donc de payer un timbre. Voilà encore une caractéristique négative de mes lettres. Elles ne coûtent aucune réponse. Et c'est pourquoi vous pouvez les accepter en toute sécurité. » Voilà. Merci Jacques Munier de m'avoir invité. Merci à vous, Hélène Politis. Je rappelle que vous êtes philosophe, professeur à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Alors les auditeurs pourront vous retrouver donc dans l'émission de François Noudelman consacrée à Kierkegaard vendredi prochain, singulier Kierkegaard, une émission de France Culture. Vous avez notamment, Hélène Politis, publié Kierkegaard en France au XXe siècle, archéologie d'une réception aux éditions Quimet, et Kierkegaard aux éditions Ellipse en 2002, texte lu par Christophe Brault. À la console aujourd'hui, Pierre-Henry, Les Chemins de la Connaissance, Avril Ventura, Meryl Moneghetti, Dominique Costa, Jacques Munier. Vous écoutez France Culture, il est 11h30, il est encore 11h30. C'est l'heure de retrouver à Voix Nue.